À Karim parce qu'il a tout entendu. Ils sont jeunes, croyants ou non-croyants, de toutes les religions, mais aussi athées et agnostiques. Ils sont environ 2000, représentant l'association dans toutes les grandes villes de France, alors qu'ils n'étaient que 11 au moment de sa création à Paris, en 2009. Ils se retrouvent autour d'une idée forte. Elle tient dans le nom de l'association. Coexister. L'engagement citoyen de ces jeunes consiste à revendiquer leur foi et leurs différences de conviction, à affirmer que celle-ci les enrichit et les porte à agir ensemble pour le bien d'une société plus harmonieuse. Samuel Gibowski, de confession chrétienne, n'a que 16 ans lorsqu'il fonde l'association, dans un contexte très particulier. On savait en France déjà depuis 2 semaines qu'il y avait des manifestations de soutien au peuple israélien, au peuple palestinien. Et puis ce jour-là, dans la voiture avec mes parents, on entend que 2 cortèges de soutien aux 2 peuples se sont affrontés physiquement aux abords de la gare du Nord où on se trouvait même. Je me souviens qu'à cette seconde-là, j'ai été vraiment extrêmement marqué par une incompréhension très forte du haut de mes 16 ans. Comment est-ce qu'au nom d'un soutien et d'une prise de parti, on peut désigner un ennemi en France pour un conflit qui n'est pas le nôtre? Et quand j'ai entendu qu'à côté de chez moi, la mosquée, la synagogue et l'église organisaient une manifestation commune pour la paix, je me suis dit, il faut que tu t'y rendes. Le speaker qui était là me propose de monter sur scène et de témoigner de pourquoi, en tant que jeune, j'étais venu à cette manifestation. J'ai proposé aux jeunes qui étaient dans la salle, il y en avait quelques-uns que je voyais du regard, de me rejoindre pour qu'on organise une action forte qui montre qu'on peut donner notre sang pour la paix et pas pour la guerre. Je pensais vraiment rentrer chez moi les mains dans les poches parce que c'était un peu sous le coup de l'émotion. Et en fait, là, il y avait 10 jeunes qui m'attendaient à la sortie du théâtre. Il y avait 2 juifs, 3 musulmans, 4 chrétiens et puis un athée, qui me disent « on y va avec toi ». Et je me souviens de la surprise que j'ai ressentie en réalisant que j'avais lancé un appel qui avait été entendu. La fin de cette soirée s'est clôturée parce que le rabbin qui passait a vu qu'on était là en train de discuter tous les 11. Et il me dit, je vous prête la synagogue pour votre première réunion. Et la première réunion a eu lieu la semaine prochaine. Depuis, tout est allé très vite pour coexister. Son message rencontre l'adhésion de plus en plus de jeunes. En 2013, 5 d'entre eux, un juif, un chrétien, un musulman, un athée et un agnostique, entreprennent un tour du monde. Pendant près d'1 an, ils s'en vont rencontrer tous ceux qui, comme eux, pratiquent le dialogue entre les différentes confessions et ont décidé d'agir ensemble. Au fil des 50 pays parcourus, ils découvrent 435 organisations et actions et retiennent celles qui, à leurs yeux, pourraient être initiées en France. J'ai juste changé un petit peu ces 2 paragraphes. Ouais, j'ai vu. T'es d'accord sur les trucs que j'ai mis en dessous? Coexister affirme sa singularité par la présence dans ses rangs de nombreux athées et agnostiques. Victor Grèze est l'un de ces jeunes athées. Si effectivement avant j'avais évolué dans différents milieux athées où la religion était parfois vue comme quelque chose à combattre, quelque chose de négatif, je me suis vite rendu compte que c'était beaucoup trop restrictif et c'était même se fermer à tout un pan de la société que de raisonner comme ça. Il fallait absolument que moi en tant qu'athée, je m'ouvre aux croyants, non pas pour changer moi-même, ni pour changer les autres, mais surtout pour changer la façon dont moi je les vois, peut-être dont eux me voient, et voir si on peut faire des choses ensemble. Et là, je me suis rendu compte que si moi, en tant qu'athée, je combattais les croyants, j'étais finalement aussi intégriste que les croyants qui combattent les athées, ou les croyants d'une autre religion, ou même les mauvais croyants, entre guillemets, de leur propre religion. Donc finalement, assez instinctivement, ça m'a paru normal, logique, et même nécessaire d'entrer en dialogue et en action avec des gens qui ont des visions du monde différentes, que ce soit au niveau religieux ou même d'un autre. Mais en tout cas, de rentrer en dialogue et de faire des choses ensemble. Bonjour à tous, félicitations, merci à tous d'être venus. Aujourd'hui, on fait un petit retour. Victor a notamment pour tâche d'aider à se structurer tout nouveau bureau de coexister en banlieue ou en région. Mais ça peut nous permettre aussi de nous développer. Ce matin, aux côtés d'Ilan Sialom, vice-président de l'association, il rencontre les jeunes de l'université de Nanterre. Souvent, quand on va voir les étudiants et qu'on leur présente coexister, il y a un soutien qui est fait la plupart du temps. Il y a peu de personnes finalement qui rejettent le projet, mais finalement ce soutien il reste souvent passif. On dit oui, je vous soutiens, mais j'ai pas plus envie de m'engager que ça. Et c'est quoi finalement le levier déclencheur pour s'engager activement pour la coexistence active justement? Du coup, moi je vous retournerai la question, pourquoi est-ce que vous vous êtes engagé plus que les autres? À un moment, on a réalisé qu'on avait des préjugés en fait. Alors que comme tout le monde, finalement, on était persuadé de ne pas en avoir. Donc ces préjugés sont probablement partagés par énormément de personnes. C'est à partir de ce moment-là que, personnellement, j'ai eu envie de lutter contre, en fait.
L'idée, c'est d'essayer de leur transmettre ça, plutôt que de simplement leur présenter coexister. Ce qu'il faut faire, c'est aussi de leur dire pourquoi est-ce que vous avez voulu vous engager plus et pourquoi est-ce que vous êtes là aujourd'hui, au moment où vous leur parlez, pour essayer de les faire venir. Moi, je me suis rendu compte en rencontrant, je sais pas, un juif, un musulman, une musulmane, un chrétien, peu importe, qu'en fait, j'avais des a priori, et grâce à coexister, je me suis rendu compte que j'étais pas mieux que les autres, et au moins maintenant, je comprends mieux, j'ai des amis d'autres religions, ou d'autres convictions, ou d'autres croyances, et si toi, tu as envie de faire cette expérience, viens à une réunion, là, ça leur parlera beaucoup plus. Il n'y a rien de mieux, je pense, que la capacité à sensibiliser par l'exemple. Par l'exemple que vous êtes en fait. Et ça, c'est je pense, le plus puissant des outils pour ramener des personnes à vous rencontrer et à vous rejoindre. En janvier 2015, une série d'attentats ébranle notre pays et révèle l'ampleur de ces fractures religieuses. D'abord secoués comme tout un chacun, les jeunes de Coexister sont confortés dans la nécessité de leur action. Les jeunes de ma génération, ils crèvent, au sens parfois réel du terme, de ne pas pouvoir être eux-mêmes dans leur environnement. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a un besoin profond d'être dans un espace où j'ai ma singularité. Et ce besoin, il s'exprime dans plein de domaines de l'identité, et y compris le domaine de la religion. Alors quand des jeunes se replient sur leur communauté, parce qu'évidemment que ça existe, des jeunes qui reviennent justement à leur groupe identitaire, je pense qu'ils le font parce que c'est leur seul espace de sécurité. Comme on ne leur propose pas d'espace où ils peuvent être eux-mêmes en sécurité avec les autres, parce qu'ils ont le sentiment que s'ils vont évoluer justement dans un espace de diversité, on va leur demander d'effacer, de renier leurs origines, leurs croyances personnelles, et en fait de passer un peu sous le rouleau compresseur de l'uniformisation, ou en fait de ce qu'on appelle l'assimilation, c'est ça. Donc comme ils se disent que s'ils le font dans un environnement de société classique, de se jeter comme ça à l'eau, ils vont avoir peur de perdre ce qu'ils sont, du coup ils se replient. Mais le repli, c'est jamais l'intention première. A-t-on raison de croire avec l'association que l'affirmation des convictions religieuses, y compris dans l'espace public, est essentielle pour retrouver une unité nationale dans la France meurtrie de l'après-Charlie ? À Lille, aux côtés de plusieurs bénévoles, Marie Oudelette et Belsam Matoussi animent le bureau de Coexister selon les 3 axes définis par l'association. Le dialogue, pour découvrir la foi ou le credo de l'autre. Les actions solidaires, pour manifester, par-delà leur diversité convictionnelle, leur union au service de la société. Comme ici, cette opération de don du sang. Et puis la diffusion de leur message de tolérance, via des actions de sensibilisation, principalement en milieu scolaire. En France, la véritable division, c'est pas entre les différentes identités religieuses, mais c'est entre l'identité religieuse et une identité qui se voudrait laïque, alors que une identité laïque n'est pas du tout contradictoire à une identité religieuse. Le religieux est perçu très négativement. On jette la pierre sur tout ce qui est religieux parce qu'on a peur du religieux, parce qu'on refuse le religieux, et du coup, en refusant ce religieux et en lui tapant dessus, il y a forcément des répercussions. Il n'y a aucune justification à faire, évidemment, de quoi que ce soit, de mauvaises paroles, de mauvaises actions, d'attentats. Évidemment que non. Est-ce qu'on continue de le repousser, de le cloîtrer, ou est-ce qu'on remet tout le monde au devant de la scène et qu'on reconsidère chacun complètement dans toutes ses identités? La grande force de Coexister, c'est justement qu'on va à la rencontre de l'autre, dans sa différence, dans la richesse de ce qu'il est, sans se renier soi, en fait, en gardant sa propre identité. On est parti à 18 rencontres européennes de Thésée à Prague, avec donc 18 jeunes de Coexister, donc catholiques, musulmans, protestants, athées. Et lors de ce voyage, j'ai posé énormément de questions à Samir, qui est président de Coexister Marseille, qui est musulman. Et en fait, je lui ai posé énormément de questions sur sa foi. Et je me suis dit, en rentrant, mais Marie, t'imagines toutes les questions que tu lui as posées, là, est-ce que toi, t'es capable d'y répondre? Et je me suis dit non. Et en fait, la première chose que j'ai fait en rentrant, c'est aller m'acheter un U4. En fait, c'est le catéchisme pour les jeunes de l'Église catholique. Voilà. Donc, pour dire que à quel point ça nous pousse, en fait, ça nous enrichit, et à casser les préjugés, les barrières, etc. Et soit ça nous renforce complètement aussi dans notre identité. Ce matin, les unes se rendent dans un établissement de Roubaix pour sensibiliser des collégiens aux préjugés religieux, tandis que les autres s'en vont à Vannes rendre compte des enseignements de leur tour du monde.
Notre association, en fait, c'est le mouvement interreligieux des jeunes, c'est-à-dire, donc on est de convictions différentes, donc juifs, chrétiens, musulmans, des athées et des agnostiques aussi. Ce qu'on propose, c'est de se rencontrer, d'aller au-delà de nos différences, en fait. Imaginez que vous soyez avec vos 4 meilleurs amis et vous partez pendant 1 an, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, ensemble, tout le temps ensemble. Et sauf que, en plus de ça, les 5 sont très différents. Il y en a un qui va à l'église, un qui va à la mosquée, un qui va à la synagogue, etc., etc. Donc nous, on voulait expérimenter ça, voir si on allait arriver à vivre ensemble. Alors, l'idée, faire un tour du monde pendant 1 an, en allant chercher un peu comme des journalistes, des initiatives interreligieuses. On va chercher tous les gens qui créent sur le terrain de la paix, du vivre ensemble, du lien entre les communautés religieuses. Et à votre avis, on en a trouvé beaucoup ou pas beaucoup? Est-ce que vous êtes capable de deviner la confession de chacun de ces garçons, sachant qu'on vous a dit qu'il y a une diversité de convictions? Troisième. Le troisième. Le troisième. Lui? Non, Avec la barbe? Ouais. Ouais, il est quoi lui? Je pense que c'est musulman. Ok. À toi? Attends, j'arrive. Lui? Chrétien. Ok. Toi? Le premier en c'est un chinois. Lui? Attends. Non, mais c'est pas grave. Sa conviction, non, tu sais pas? Non, c'est pas grave. Toi, tu voulais juste dire qu'il était chinois. Ben, je te dirai tout à l'heure s'il est chinois ou pas, du coup. Ouais. Le deuxième. Le deuxième. Lui? Ouais. Oui? Musulman. Il est musulman, d'accord. Donc du coup, c'est pas ça. Du coup, Ismaël, là, le chinois, il est français, d'origine algérienne. Il est musulman. Jocelyn, là, il est agnostique. Au milieu, là, Ilan, qui est juif. Voilà, juif. Victor, tout en haut, qui est athée. Et Samuel, qui est chrétien. Du coup, maintenant, est-ce que vous pensez que vous avez des préjugés dans votre vie de tous les jours par rapport à tel ou tel type de personne, telle ou telle confession? Il n'y a aucun piège, hein. 1, 2, 3. Ok. Donc tous les autres, vous pensez que vous n'avez pas de préjugés? Vous avez tous des préjugés. Tout le monde a des préjugés. Quand je vous ai posé la question de deviner qui est qui sur la photo, bah vous avez répondu. Vous avez dit ouais, lui il est, parce que lui il a de la barbe. Alors qu'en vrai, si vous aviez aucun préjugé, vous me diriez ben on peut pas savoir. On peut pas savoir qui est musulman, on peut pas savoir qui est juif. Donc qui a des préjugés maintenant? Ah ok. Ouais, non mais moi aussi. On a passé 2 mois en Europe, on a visité 16 pays, et là, il y a une initiative qui nous a beaucoup plu à Berlin. Donc la mairie de Berlin, il y a 3 ans, elle s'est dit, voyant qu'il y avait beaucoup d'attaques contre des musulmans, contre des chrétiens, contre des juifs, parce qu'ils sont juifs, chrétiens ou musulmans, se sont dit, il faut qu'on essaye justement de construire des ponts. Et ils se sont dit, on va proposer à tous les lieux de culte d'ouvrir leurs portes pour une soirée, pour que tous ceux qui veulent puissent rentrer et voir qu'on ne fabrique pas des bombes dans les mosquées, qu'il n'y a pas une banque cachée au fond de chaque synagogue, de déconstruire ces fameux préjugés en direct. Et ils se sont rendus compte à Berlin qu'en proposant ça, il y avait de moins en moins d'attaques contre des personnes pour raisons religieuses. Donc c'est un bel exemple de comment l'interreligieux peut essayer d'aider à faire que ça se passe mieux. On va faire un petit jeu avec vous. On va faire un jeu. Vous prenez votre papier et votre stylo, vous entourez la conviction dont vous sentez le plus proche. Vous devez écrire 3 mots dans chaque colonne, ok? Vous balancez les 3 premiers mots qui viennent à l'esprit. Pensez pas préjugé, pas préjugé. C'est anonyme de toute façon. Et il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Hein. Franchement, sentez-vous hyper libre. Hein. Okay. C'est cool. Donc l'Inde, c'est un pays de coexistence et de cohabitation entre les hindous et les musulmans. Sauf que souvent, la minorité musulmane est persécutée par la majorité hindoue. Et donc à Bombay, on a rencontré un flic qui a assisté un jour à un massacre, où il a vu un groupe, une milice hindoue massacrer des musulmans, presque 2000 personnes, dans Bombay. Il a été tellement choqué par la scène qu'il s'est dit « je peux pas laisser faire ça, je suis policier et j'ai pas pu empêcher que ça arrive, il faut que je change de métier ». Alors il a arrêté la police, il s'est reconverti en sportif et il a pris le sport national de l'Inde. C'est quoi le sport national en Inde? C'est pas la boxe, le cricket, exactement. Et il a lancé une association qui s'appelle Cricket for Peace, qui a fait jouer ensemble, dans les mêmes équipes, des musulmans, des hindous et des policiers. Alors c'est pas les musulmans contre les hindous et que les policiers en arbitrent, hein. C'est chaque équipe, toutes les religions confondues. Est-ce que si en France on faisait un match par exemple de foot où on mélangeait des supporters du PSG et des supporters de l'OM dans la même équipe, vous arriveriez à vous faire des passes ou... Non. C'est bien ce que je pensais, il y a beaucoup de haine dans notre pays aussi, hein. Ça va être difficile à combattre. Et si on faisait une équipe de foot avec des musulmans, des juifs, des chrétiens, ça irait? Oui. Le foot, c'est pire que les religions, en fait. C'est le principal sujet de division dans notre pays. Alors, qui n'a pas rendu son petit papier?
Quelqu'un a une réaction sur le tableau? Oui, mais pédophile coincé. Ouais. Attends, non mais attends, et ben quoi? Ça te choque? Parce que c'est écrit ça, c'est pas des pédophiles, il est coincé. Ouais, donc ça te choque? Bah oui. C'est un préjugé? Bah oui. Ok, on y revient. Ensuite, à toi? Pour les judaïsmes, c'est marqué radin. Radin, ouais. Dans l'islam, il y a écrit terroriste. D'accord, et ça c'est pas bien? C'est pas vrai ça? C'est pas vrai. Les musulmans sont pas terroristes? Non. Maintenant explique pourquoi pédophile c'est un préjugé. Mais parce qu'on n'est pas des pédophiles. Non, parce que des fois à la télé ils expliquent des choses, comme il y a eu un pape, je sais plus. Ouais, un prêtre. Oui, voilà, qui a peut-être fait des choses comme ça et du coup, bah, ils mettent tout le monde dans le même sac. L'idée de pédophilie par rapport au christianisme, elle vient pas non plus de la nature, d'accord? Ça veut pas dire que tous les chrétiens sont pédophiles. Simplement, il y a eu des cas, des histoires avec des prêtres, etc., de cas de pédophilie. Donc, est-ce que parce qu'il y a eu un cas, on peut dire tous les chrétiens sont pédophiles? Non. Ce serait un quoi? Un amalgame. Un amalgame. Si demain on fait une grande nuit porte ouverte de tous les lieux de culte de Vannes ou de Rennes, qui voudrait aller participer à cette nuit? Juste pour qu'on voit si ça marche. Puis on avait commencé avec l'idée d'une FAQ. Cette nuit des religions, que leur a inspiré leur étape berlinoise, Samuel et Victor y travaillent avec l'Observatoire de la laïcité, dirigé par Jean-Louis Bianco, son président, et Nicolas Cadenne, son rapporteur général. Les syndicats dansent. Il faudra à la fois faire l'opérationnel. L'Observatoire, mis en place en 2013, vise au respect de la laïcité dans toutes les instances de notre pays. Avec la mairie de Montréal, et c'est nous qui avons fait passer à la mairie de Montréal l'idée de Berlin, et ils l'ont importé grâce à Interfestour. Donc l'un des objectifs, nous, qui était de connecter les gens entre eux, bah là ça a marché, parce qu'on a connecté Montréal et Berlin, et Montréal le lance cet été. Alors si on devait donner un ou deux objectifs à cette nuit, quels seraient-ils? Est-ce que le premier objectif, moi je dirais, c'est la notion du brise-glace, là dont parlent les Berlinois? C'est illustratif, ouais, c'est ça. On comprend ce que ça veut dire. Entre des parties de population qui ne se côtoient pas dans ces espaces. Et peut-être ouvrir les portes, bâtir des ponts. Oui, bâtir des ponts. Proportionner les images matérielles, le brise-glace, la porte, le pont. Alors juste pour resituer comment ça se passe à Berlin, donc ce qu'ils font c'est qu'ils publient un petit livret où chaque lieu de culte qui participe propose des activités. Ça peut être des prières, mais souvent c'est présentation, visite, échange, discussion, atelier. Alors attention, hein, c'est pas toute la nuit à Berlin, ça s'arrête à minuit, c'est vraiment une soirée. Est-ce que votre avis c'est qu'il faut le laisser ouvert ou parler de la nuit entière ou que ça dépendra des lieux? Bah, ce qui marche dans ce genre d'événement, c'est que les gens ils savent qu'ils peuvent y aller après le dîner. Hein. Et à mon avis, déjà la question de sécurité jusqu'à 1h du matin c'est déjà complexe. Hein. Mais de toute façon, même la nuit des musées, c'est pas toute la nuit. Hein. Alors au niveau des lieux, nous, en réflexion, il y a quand même unanimité dans l'association pour dire que ce serait bien que la première édition n'ait pas lieu à Paris. Alors Lyon et Bordeaux a beaucoup été évoqué dans l'association. Parce que Marseille, moi, ça me dérange. Il y a quand même l'instrumentalisation. C'est vrai, en même temps, Marseille, j'y pense parce que c'est quand même l'image de la ville diverse, multiculturelle, mélangée, la ville portuaire. Historiquement, c'est fort quand même, Marseille. Ça, c'est une histoire importante. Est-ce qu'on essaierait Lyon, Marseille, Bordeaux et on voit ceux qui accrochent le plus? Avec l'Observatoire, Coexister partage la même vision d'un nécessaire retour au principe de la loi sur la laïcité, qui garantit la liberté de conscience et de conviction. Selon eux, c'est notamment son usage dévoyé qui a conduit aux dérives dont les événements de janvier 2015 sont le dernier exemple en date. Moi, je remarque que dans les faits, la laïcité n'a jamais été utilisée juridiquement de façon liberticide. Ce qui est liberticide, c'est le discours. Le discours politico-médiatique de dire que la religion, c'est du domaine du privé, c'est à la maison, il y a deux sphères, etc. Et donc justement, là, on transforme un héritage qui est beau, qui est justement un laisser-être. Je reprends notre libéralisme à nous, de coexister, le laisser-être, chacun ce qu'il veut. Dans les faits, le droit a toujours garanti justement cette liberté. Donc c'est ça, moi, que je trouve terrible, c'est qu'en fait, le cadre juridique garantit cette liberté et il faut absolument le rappeler en permanence. Monsieur le Président, bonjour, bienvenue. Je vous présente Coexister, qui fait partie des lauréats de la deuxième vague. Bonjour. Donc Coexister, c'est un mouvement de jeunes de toutes les... En mars 2015, Coexister est lauréat du prix La France s'engage, grand projet présidentiel destiné à identifier et à aider financièrement des associations jugées à forte utilité publique. Et, le service de la société pour casser un peu des barrières. On a des exemples incroyables en quartier où des jeunes en fait se parlent pas et le jour où ils découvrent qu'ils peuvent faire des choses concrètes ensemble, et bah, ils arrivent à créer du lien, ils se regardent plus en chien de faïence. Non, c'est un beau projet. Pendant ce temps, à Lille, les filles de Coexister poursuivent leur travail de créatrices de liens. L'idée du Kawa, en fait, c'est de
permettre la rencontre autrement. Vous allez avoir des petites feuilles qui s'appellent qu'on appelle des cafés gourmands, sur lesquels vous allez avoir des questions pour vous aider en fait à entamer la conversation sur des choses forcément qui touchent un peu à l'interreligieux, à l'interconvictionnel, parler de vous, en fait, qu'est-ce qui vous motive, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer le vivre ensemble en général et à Lille même. En gros, on a ce café gourmand là, puis il y a des propositions, on peut réagir là-dessus. Un lieu de culte qui t'a touché. C'est Lourdes, il y a pas mal de malades qui viennent et il y a un rôle dans tout ça qui s'appelle brancardier. Et en gros, tu as plein de petites roulottes comme ça et tu mets les malades dans ces chariots en fait et tu les emmènes là où ils veulent, donc sur les lieux de culte, sur les lieux de prière, etc. Ça apporte énormément sur l'humain, sur l'empathie, sur le rapport que tu as à l'autre. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose dont je me souviendrai. Tout en étant agnostique, par exemple, c'est les vieilles traditions populaires, comme les arbres sur lesquels les gens accrochent des rubans pour faire des vœux. Un peu comme des ex-voto, un peu comme des lieux situés en pleine nature et sur lesquels des générations et des générations continuent à se rendre pour glisser un message en papier avec une prière dans les plis d'un arbre. Et finalement, la persistance de ce genre de croyance m'a touché. Je suis allée en Andalousie l'année dernière. On a visité la mosquée cathédrale de Cordoue. Et au niveau de l'architecture, on voit encore tous les vestiges de ce que c'était quand c'était une mosquée. Mais on fait plutôt la messe dedans maintenant. Donc ça a une fonction d'église. Et en fait, ça m'a touchée parce qu'ils ont conservé pas mal de choses. Et du coup, tu as vraiment le mix des architectures entre l'architecture andalouse, tu vois, hyper musulmane. Et puis tout le côté très catholique, en plus même pas chrétien, très très catholique, avec des vitraux. Et du coup, c'est deux cultures qui se répondent. Et c'est hyper intéressant. Est-ce que ça te choquerait qu'un chrétien vienne prier dans une mosquée ? Moi, à titre perso, non. Mais non, mais véritablement, moi, à titre perso, non. Après, ça dépend du contexte. C'est le seul moment où tu travailles pas et tout ça, et que tu peux vraiment te réinterroger intérieurement, ta spiritualité. En histoire de l'art, sauf sur les 50 dernières années, il y a toujours des thèmes religieux qui arrivent à un moment ou à un autre. Afin de poursuivre le dialogue et l'enrichissement mutuel, Coexister organise régulièrement des temps de voyage pour ses membres, comme ici, en Tunisie. C'est l'occasion pour ces jeunes d'aller à la découverte d'autres approches du fait religieux, en rencontrant entre autres des membres du Parlement tunisien. La question de l'interreligieux en Tunisie est quand même développée depuis très longtemps, c'est-à-dire que les communautés religieuses dialoguent entre elles. Peut-être pas de façon si institutionnalisée que ça peut l'être en France ou en Europe, mais néanmoins, on est quand même un pays dont la culture est connue pour être celle de l'ouverture, du dialogue. Les communautés religieuses ici, qu'elles soient chrétiennes ou juives, ou même d'autres groupes minoritaires musulmans, habitent ensemble, cohabitent ensemble. Je dirais même plus que ça va plus loin parce qu'il y a des pratiques aussi qui s'échangent de spiritualité en spiritualité. Mon père nous disait très souvent que lui, par exemple, avait découvert l'antisémitisme en France. À Tunis, les jeunes en voyage ont retrouvé leurs camarades de la nouvelle équipée de Coexister autour du monde. Le devoir de mémoire est aussi l'un des principes fédérateurs de l'association. On était à Auschwitz, on était à Srebrenica, ça fait 2 lieux de génocide. Et là, on en a encore 2 à voir, au Rwanda et en Arménie. Et du coup, c'était compliqué aussi pour l'équipe. C'était une claque parce qu'on avait fait le choix de... On n'avait pas eu une longue préparation par rapport à tout ça et du coup, c'était frappant. Moi, ce que j'ai trouvé frappant à Auschwitz, au-delà du fait que c'est lié à mon histoire, parce que je suis de tradition et de culture juive, le fait d'être confronté de manière si violente à l'atrocité dans laquelle la Shoah s'est perpétuée, on revit presque cette humanité détruite. Quand on est sorti du camp, on a eu besoin d'un temps tous les 4, qui était silencieux, mais moi que j'ai trouvé très liant entre nous. Chacun son rythme en fait.
Vous n'avez pas remarqué dans le discours médiatique qu'on dit toujours par rapport à la différence, malgré la différence, à cause de la différence, en dépit de la différence, comme si la différence était toujours négative. Pourquoi on ne peut pas dire le contraire, grâce à la différence? Et donc du coup se dire qu'on crée quelque chose qui va à la fois favoriser la ressemblance et la différence. Et depuis que je suis rentré en France, j'ai compris que pour permettre un véritable équilibre et une véritable harmonie entre des personnes qui sont profondément différentes, il fallait apprendre à gérer ces paradoxes entre l'identité et l'altérité, l'unité et la diversité, la ressemblance et la différence, le commun et le singulier, les racines et les branches. Merci.